très bien. Bonjour. Donc, vous avez dû suivre le début de la conférence peut-être ou arriver en cours avec toutes les réunions et toute la course qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vous refais très rapidement le sujet si vous n'avez pas suivi. La vidéo de Vincent ne marche plus, mais ce n'est pas grave. Je vous présente rapidement. On refait un programme rapidement sur ce qui a évolué depuis le confinement, votre perception de ce confinement, les changements que ça amène, notamment sur la construction d'une vitrine virtuelle. On va parler plutôt concret. On avait des questions tout à l'heure qui portaient sur la création de sites web, quels sont les moyens pour pouvoir se rendre plus visible, etc. Donc là, je pense qu'on apportera déjà des premières réponses. Et ensuite, on traitera tous les sujets sur les stratégies marketing qu'on pourrait développer pour faire en sorte de bien s'implanter dans le digital sans pour autant perdre de temps. Et on sait que il y a tellement de choses à faire sur Internet que parfois, il faut prioriser et, pour bien se rendre visible. Rapide tour de table. Je vais les dames d'abord, comme on dit, on va essayer d'être un peu old school pour le coup. On va commencer par Aurélie, CMO de Sendinblue. Est-ce qu'on vous présente aussi Sendinblue en vrai? C'est vrai qu'on vous connaît principalement pour le mail, mais c'est un cliché. Alors vous êtes une solution de marketing relationnel qui est beaucoup plus globale, c'est ça? Tout à fait. Oui, on définit aujourd'hui Sendinblue comme un outil de marketing et de vente, principalement à destination des PME, car vraiment le principal add value, on va dire, de la solution, c'est d'être très accessible et d'être très facile d'utilisation pour tout le monde. Donc, c'est je me permets un petit peu. Oui, on est connu pour l'emailing, mais on fait également pas mal de marketing automation, de chat, de landing page. On a également un CRM. C'est pourquoi on dit maintenant qu'on est un outil de marketing et de vente. D'accord. Super. Louisa, du coup, CEO de Malou, agence de. Alors vous, je vous ai entendu parler sur 2-3 choses, mais on en reparlera après, ça sera dans un autre contexte. Mais effectivement, agence de food influence marketing. Alors, qu'est-ce que c'est que la food influence marketing? Alors, nous, on se définit plus comme une startup de marketing digital pour les restos. Food influence, c'est passer par les bons tiers de confiance pour atteindre les gens qui potentiellement peuvent être nos clients. Donc ça, on le fait que pour des restos. Et parfois pour des hôtels sur la partie F&B. Et le cœur métier, c'est le référencement local. Ça veut dire aider les établissements à remonter en haut des résultats de recherche sur leurs mots-clés pour toucher leurs clients et être visible de ceux qui finalement recherchent des établissements similaires. D'accord, donc tout ce qui va être approche effectivement Google My Business. On avait des questions tout à l'heure sur le sujet, des petites interrogations sur se rendre visible. C'est super qu'on en parle. Ok, donc agence digitale 360, vous traitez un peu de tous les sujets, du local, peut-être à l'advertising et des choses comme ça? Exactement, oui. Très bien, bon, super. Et Vincent, à côté, donc CEO de Digital Native Group, cabinet de conseil alors en stratégie aux entreprises en D2C. Qu'est-ce que c'est que le D2C du coup, Vincent? Bonjour à tous. Alors nous, effectivement, on accompagne des marques en stratégie en opération, principalement des direct to consumer, ou plus précisément les Digital Native Vertical Brands, ces fameuses DNVB. On en parle beaucoup dernièrement. C'est notamment les Cézanne, les Bergamote, les Gemio, Teddy Bear. Donc en fait, c'est des marques qui se créent et qui vendent leurs produits directement au consommateur final, principalement via leur site e-commerce et de plus en plus via leur réseau de boutiques. Et donc, effectivement, on a créé en interne des méthodologies d'analyse et de mise en place d'opérations à mieux connaître leur business et à accélérer l'affaire. Très bien. Je suis désolé, j'ai activé ta caméra parce que je crois qu'il y a un problème de débit sur le sujet. Je sais pas s'il y avait le même ressenti de l'autre côté. Oui. Ouais, donc je t'ai censuré, Vincent. Je suis désolé, je t'ai censuré. Ça y est, ça commence comme ça. Ça n'est que le début de la conférence. Très bien, je vois. Ok, très bien. Bon, sans transition, on va pouvoir passer directement, effectivement, sur votre retour d'expérience. On commence par toi, Aurélie, si ça te va, sur ta perception côté Sendinblue. Comment vous avez vécu ce confinement aussi de votre côté? C'est vrai que ça va un peu se répéter parfois, mais forcément, c'est dans le détail que souvent les différences se font. Et chez Sendinblue, vous avez eu pas mal d'activités, ça, je sais. Oui, en fait, chez Sendinblue, dès le premier jour du confinement, nous, on a déjà vu nos utilisateurs actuels se connecter immédiatement dès les premiers jours pour pouvoir communiquer avec leurs clients. Parce que je pense le premier besoin dans ces temps un petit peu incertains, c'est la communication, comment on garde contact avec nos clients. Et ensuite, on a eu rapidement une deuxième phase, c'est l'augmentation de nouveaux clients, des gens qui n'avaient pas forcément prévu de se digitaliser dans l'immédiat, se sont dit que c'était peut-être le bon moment pour sauter le pas. Je pense que c'est des éléments qui ont été déjà dit dans la première partie, mais c'est important de le répéter que
durant cette période, de plus en plus de gens se sont digitalisés et que c'est pas si compliqué que ça. C'est ce qu'on on a pu voir avec la solution. On a eu des types de clients totalement différents, qui n'étaient pas forcément très digital. Un niveau de maturité digitale pas forcément très élevé et qui se sont lancés très rapidement pour pouvoir communiquer avec leurs clients. Donc ça, c'était un petit peu la première phase. Et la deuxième phase, surtout quand il y a eu la deuxième phase du confinement, quand on ne savait pas combien de temps ça allait durer, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, c'est là où les gens sont devenus un petit peu plus créatifs et se sont dit, bon, va peut-être falloir penser à des modèles un petit peu alternatifs de vente, de communication et de vente, surtout de vente, pour pouvoir maintenir leur business à flot et surtout penser à la suite, maintenir certaines activités. C'est vrai que c'est une question du coup qui se pose à Vincent et Louisa directement sur cette notion effectivement de d'évolution du marché. En fait, tout le monde s'est rué. Je sais que c'est Sending Blue ou sur d'autres sociétés, il y a eu pas mal de personnes qui se sont dit faut faire quelque chose sur Internet si on est fermé physiquement. Est-ce que vous avez eu ce ressenti aussi côté Malou et Digital Native Group? C'est le même ressenti? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, commence. Nous, on a tous eu un coup de massue sur la tête le soir de l'annonce de la fermeture des restos. Puis ensuite, on a eu deux types de restaurants. Ceux qui ont choisi d'être fermés parce que c'était des gastronomiques, des brasseries, des types d'établissements où en fait le cœur de l'offre, c'est le service à table. Puis ensuite, on a eu une deuxième population de clients qui, eux, étaient déjà aptes à la commande importée, à la livraison. Et pour certains d'entre eux, donc pour les premiers qui étaient fermés, l'enjeu, c'est de maintenir le lien avec les clients pour être sûr qu'ils soient au rendez-vous. Donc, de rassurer, de partager des contenus sur l'équipe, montrer que tout le monde était confiné quelque part, allait bien, etc. Préparer la reprise. Et pour les seconds qui sont restés ouverts et qui ont travaillé sur la commande importée et la livraison, l'enjeu, ça a été de faire recommander les clients existants et d'aller toucher de nouveaux clients. Et on a des restos pour qui, en fait, les mois de confinement, c'était les meilleurs mois de chiffre d'affaires depuis très longtemps. Parce que très vite, c'était beaucoup, honnêtement, c'était du sushi, de la pizza et du tacos qui a beaucoup marché, si on veut être complètement transparent là-dessus. Mais on a des restos pour qui le confinement, c'était les meilleurs chiffres d'affaires. Parce que l'acquisition client a suivi la rétention, c'est-à-dire qu'on touchait les anciens clients, on touchait de nouveaux clients et tous on les faisait recommander. Donc ceux qui ont bien négocié le virage digital, finalement, ils ont autant, voire plus, travaillé que en temps normal. D'accord, très bien. On sait qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la notion de prise de conscience, notamment des annonceurs, ce qu'on appelle les annonceurs, forcément les restaurateurs, etc., qu'on ne devait pas que rester physique et qu'il fallait effectivement digitaliser son point de vente, c'est le principal sujet, mais surtout de créer une relation davantage basée sur le sans contact. C'est le vrai défi peut-être de cette année, finalement, c'est de se dire, dans un cadre où on est confiné, on est chez soi, comment on peut quand même arriver à maintenir le lien qui n'existe plus je passe dans un restaurant, je m'assois à table, je mange avec des gens pendant quelques temps et comment j'évolue quelque part dans cette logique-là. On vient à des points sur la création de sites internet. Souvent, on recommande, on dit, on connaît tous ici autour de cette table virtuelle le fait qu'on recommande en général de créer un site internet pour se rendre visible, pour mettre son menu en ligne, etc. On va parler rapidement de stratégie pour définir en fait sa vitrine virtuelle. Ma question va à Aurélie, excuse-moi parce que Louisa, je t'ai parlé juste avant. À Aurélie, déjà, quelle est ta perception en fait sur la création? Quel est l'intérêt selon toi, effectivement, du site internet? Est-ce qu'un site internet se suffit à lui-même pour justement définir une stratégie globale? Alors, non, oui et non. Un site internet est une excellente vitrine, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour créer la connexion avec ses clients. À l'inverse, on peut créer de la connexion avec ses clients sans avoir un site internet. On n'est pas obligé de passer par cette étape. J'ai prêché un petit peu pour ma paroisse du coup, mais nous, on a plusieurs outils de communication et vraiment ce qu'on prône, on dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un site internet parce que ça s'est beaucoup démocratisé et c'est très bien. Pour autant, une fois qu'on a notre site, voilà, faut savoir se faire référencer via les réseaux sociaux et via Google. Ou il faut tout simplement envoyer du trafic, communiquer avec ses clients pour avoir une landing page, un espace sur lequel communiquer. Il y a aussi d'autres moyens que le site internet. On peut, nous, on envoie de l'email, mais l'email, il y a du content, il y a du contenu dedans sans forcément de site internet derrière. On envoie aussi des SMS. Il y a le chat aussi qui s'est beaucoup développé durant cette période.
pour les gens qui avaient un site internet, parce que les gens vont sur un site internet et des fois, ils ont des questions, mais ils ont envie d'interagir avec les gens. Et du coup, on a vu le chat énormément se développer durant cette période. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a ajouté à l'offre freemium. On l'a donné accès gratuitement et on a vu, ça a été multiplié par 5 durant la période, le nombre de conversations. Parce que les gens vont sur le site parce qu'ils pensent à la marque et ils ont dessus des questions qui sont souvent assez basiques, mais ils ont envie d'interagir avec quelqu'un. Donc, via le chat, on va pouvoir facilement répondre à ces questions qui sont les horaires, les conditions d'hygiène, qui peuvent être des sujets de livraison ou peu importe, quoi. Donc, le chat était vraiment un excellent outil durant cette période, d'autant plus que tout le monde étant confiné, tout le monde était derrière son ordinateur, donc il y avait une disponibilité très élevée dans les interactions, quoi. D'accord. Juste pour finir aussi sur le premier point, on parlait de vitrine. La vitrine, oui, est important, mais ce que je disais, il y a d'autres alternatives dans la communication. On peut aussi simplement avoir une page Facebook ou créer un formulaire ou une landing page. C'est souvent suffisant pour créer de la communication et envoyer du contenu avec les clients. On n'a pas besoin de passer par une étape très complexe de design, quoi. D'accord. Effectivement, dans ce cas, on vient cette approche de D2C pour Vincent à côté. Comment parce qu'on va parler d'e-réputation juste après avec Louisa aussi à côté et de visibilité locale. Comment tu perçois quelque part ces stratégies digitales? Comment toi tu les adaptes à ta stratégie D2C, Vincent? Alors effectivement, nous déjà, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'effectivement, c'est des marques, nous on travaille avec des marques qui sont nées sur le digital, qui sont nées grâce à leur communauté, donc qui sont déjà extrêmement présentes et impliquées auprès de ces gens. Et ce qu'on a vu pendant le confinement, en dehors de chiffre d'affaires effectivement assez hallucinant, c'est surtout qu'ils ont créé un lien de proximité assez intéressant avec leur marque en fait, ou avec leurs clients en partageant finalement des agendas d'activités. On a vu beaucoup de marques finalement mettre en avant des cours de yoga quotidiens, des ateliers de cuisine, enfin vraiment pas mal de choses. Et du coup, c'est super intéressant de voir que ces marques, malgré le confinement, ont réussi à créer en fait un lien encore plus fort avec elles. Et finalement, une fois que le confinement est sorti, on a vu que ce lien restait avec. On a beaucoup de D2C qui co-créent des produits avec leurs clients. Et là, on a vu que celles qui ne le faisaient pas ont mis en place ces actions. Elles ont recommencé à faire des événements physiques avec certains de leurs clients. En fait, on voit que finalement, le confinement, alors de manière digitale, donc différente, mais ces marques ont essayé de créer encore plus de liens qu'elles en avaient déjà. Et surtout, on voit que finalement, les gens avaient quand même envie de liens, de relations, de manière certes différente, mais que ça restait quand même très important. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est comment, grâce à des leviers digitaux, on arrive à créer des liens, voire de l'émotion, peut-être encore plus fort que dans des points physiques. D'accord, très bien. Donc effectivement, avoir une approche quelque part omnicanal avec plein de solutions à côté. La e-réputation, du coup, je présume, est super importante sur Internet. Je sais que j'avais vu un chiffre récemment sur le fait que déjà rien que peut-être 7 internautes sur 10, c'est un chiffre comme ça, si vous pouvez me reprenez-moi si je dis n'importe quoi, mais que 7 internautes sur 10 en moyenne regardaient les avis avant de consulter, d'aller dans un restaurant. On a eu pas mal aussi de news sur des restaurants qui utilisaient des faux avis, etc. Ton avis, Louisa, dessus, l'importance des avis? Ouais, moi c'est hyper important pour deux choses. Déjà, si je reviens juste sur le site web, quand on est un établissement physique avec une adresse, un numéro de téléphone, des horaires, le site web, il ne va pas permettre de faire de l'acquisition si on est un indépendant, il va permettre de faire de la conversion. Ça veut dire que si on s'amuse à taper, je sais pas, fleuriste Paris 5, pour changer des restaurants, ou pizza Paris 5, ou peu importe un mot-clé comme ça, ce qu'on va voir en haut de l'écran, c'est une map de Google, 3 fiches d'établissement et une série de liens. Et les premiers liens seront toujours des liens ou d'agrégateurs, comme TripAdvisor, La Fourchette, ou de médias, ou de sites qui ont un poids lourd aux yeux de Google. Donc en fait, pour que son site web d'un établissement arrive en première page de Google et en haut de la première page, c'est pas que c'est impossible, mais ça va coûter tellement cher que finalement, on se pose la question de si c'est rentable. Donc la première des choses, c'est remonter en local. Et quand on remonte en local, les boutons sur lesquels l'internaute peut cliquer sont finalement site web, itinéraire, appeler, réserver, commander, etc. Et pour convertir, ce qui va être important, c'est effectivement d'avoir un site web de qualité bien fait, des bons boutons call to action et une e-réputation qui tient la route. Parce que pour un établissement, en dessous de 4 sur 5, vous m'entendez toujours ? Oui. Okay.
En dessous On de t'écoute 4... attentivement même. Ah, ok. Et ben, en fait, en dessous de 4 sur 5, finalement, même si on est en première position, 3,9, on passe sous la barre psychologique des 4 et on convertit personne. Donc, et c'est un peu comme sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté sur Amazon des choses, des objets sans vérifier qu'il y avait des avis clients et sans vérifier que la note était bonne. Dès que tu vois 3 étoiles, tu regardes pas le produit, tu passes ailleurs directement. C'est pareil, voilà, et c'est pareil sur Google et sur toutes les plateformes. Donc, il faut vraiment soigner sa réputation parce qu'avec une super visibilité et une mauvaise réputation, finalement, on va pas aller bien loin. Et comment est-ce qu'on fait pour maximiser sa réputation? Des petits conseils très pratiques déjà. Demandez à vos clients dont vous savez qu'ils ont vécu une bonne expérience ou qu'ils ont bien aimé ce qu'ils ont acheté chez vous, de vous laisser un avis client. On est dans une phase un petit peu de solidarité. Les clients sont contents de revenir acheter chez leur petit commerce. Et donc, donner un coup de pouce avec un avis client, ça ne coûte pas grand-chose, c'est très sympa. Ça, on peut le demander à l'oral. On peut le demander avec des QR codes. On peut le demander. Il y a beaucoup de moyens de demander des avis clients. Une fois qu'on a collecté des avis clients, super important de répondre à tous ces avis clients. Parce qu'en fait, ça va influencer sur votre moyenne. Tous les avis ne se valent pas. Un avis qui date de la semaine dernière aura plus de poids qu'un avis qui date d'il y a 3 ans, parce que logiquement, Google et les algorithmes de TripAdvisor et de toutes les autres plateformes vont estimer qu'il est plus crédible et plus proche de la réalité de votre restaurant. De la même manière, un avis qui a une note, du texte et une photo, il aura plus de poids qu'un avis qui a juste une note. Et en fait, si vous répondez à vos avis clients, sur toutes les plateformes, les logiques sont les mêmes. Si vous répondez à vos avis clients, vous allez influencer sur la pondération de cet avis client. C'est-à-dire que si un avis négatif et que le commerçant prend le temps d'y répondre, ça va envoyer un signal fort à l'algorithme qui montre que, en fait, le commerçant, il fait attention à ses clients, il se pose des questions quand ça ne va pas, il veut progresser, etc. Et donc, ça va diminuer la pondération de l'avis, et donc, l'avis fera moins mal à la moyenne fatidiquement. Ouais, d'accord, très bien, très très clair. Aurélie, côté effectivement sur les outils, côté Sendinblue, on sent qu'il y a une approche très externe, mais il y a aussi, je pense, un travail sur le site internet avec même au-delà du site internet sur les bases d'audience qu'on doit travailler. T'as quelques astuces à nous partager comme ça justement pour améliorer sa relation client? Oui, alors ce qui est toujours très important, ce qu'il était avant le confinement, encore plus maintenant, c'est la personnalisation et le targeting, je pense. On a tous reçu énormément d'emails de tout le monde, ce qui était assez génial d'un point de vue marketing pour créer de l'attachement avec la marque. Moi, tout d'un coup, des marques qui se positionnaient pas sur, qui parlaient que de leurs produits, se sont mis à parler d'autre chose, donc très bien. Pour autant, voilà, les gens ont une capacité aussi limitée pour digérer tout ce flux d'informations, donc c'est hyper important de bien targeter, de bien cibler son contenu. C'est toujours hyper frustrant quand on sent un email, on a l'impression que tout le monde a reçu le même. Donc, la personnalisation est clé. Donc, via l'email, via le SMS aussi. Le SMS, c'est un canal qui est toujours très utile et très apprécié des gens. Je pense essentiellement dans tout ce qui est suivi transactionnel, quand on passe une commande ou quand on a un rendez-vous, rappeler les informations un petit peu basiques du code de l'entrée ou de l'adresse ou des horaires. Toujours très appréciable. Et l'interactivité, la disponibilité via le chat. Je pense que voilà, ça aussi, c'est un élément sur outils basiques de relations clients, mais qui sont toujours et plus que jamais très appréciés maintenant et qu'ils le seront dans le futur. D'accord, donc quelque part avoir et je laisserai ensuite Vincent intervenir directement. On a perdu Louisa quelques secondes, mais c'est bon. Effectivement, donc c'est finalement ce que vous dites, c'est que c'est la compréhension fine du parcours utilisateur, de ses besoins, de ses intentions de recherche, aussi bien sur Google que sur le site internet, pour convertir, qui va permettre, et le travail ensuite de l'audience au fur et à mesure, qui va faire en sorte que on va pouvoir générer peut-être plus de business, générer plus de visibilité et remonter en local. Donc effectivement, je reprends la question d'Hélène sur le sujet. Remonter en local, en fait, ça signifie de pouvoir remonter par exemple en référencement naturel sur Google quand on tape une requête restaurant par exemple. Google personnalise certains résultats et si vous tapez restaurant par exemple, vous pourrez avoir toute la liste des restaurants à côté. C'est pour ça que les équipes de Louisa à côté travaillent sur le référencement local pour faire en sorte que votre fiche qu'on appelle Google My Business par exemple puisse remonter. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres bien entendu, mais l'idée c'est de se rendre visible pas seulement sur des requêtes restaurants, mais plutôt restaurant Paris avec des requêtes plus précises, plus qualifiées, plus proches. Et souvent, ces requêtes-là ont un meilleur potentiel de transformation et d'achat sur le site internet, mais aussi en magasin.
Voilà. Vincent, d'être référencé, pardon, ouais. d'être Vas-y. référencé, oui, sur Google, comme tu dis. Et ensuite, on en a parlé, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont évidemment sûr. très importants. Les gens ont passé pas mal de temps durant les réseaux sociaux durant cette période. Donc, parler de la réputation, mais aussi, nous, on a développé quelque chose récemment qui va au-delà de la relation client, qui est dans l'acquisition. C'est comment, une fois qu'on a notre base client, donc on a identifié notre audience, on va aller chercher des audiences similaires en faisant du Facebook retargeting. Donc, par exemple, je sais que mes clients, j'ai un site, j'ai un magasin de vêtements et je target, je sais pas, par exemple, les femmes entre 20 et 40 ans. Je peux facilement décider de grossir mes opportunités en mettant en place très rapidement une Facebook ad ciblant le même type de cliente. Donc, avec un ciblage affinitaire et avec vos critères d'embasement de votre côté, vous avez la possibilité de proposer aux agents. Je pose la question, forcément, je le fais aussi au quotidien, mais c'est vrai que de votre côté, Sending Move, vous avez la capacité de fournir des données plus qualifiées pour pouvoir recibler l'audience après. Oui, voilà. En fait, ce qui est intéressant dans notre solution, c'est, une fois de plus, ce qui est vraiment important, c'est la personnalisation. La personnalisation, ça crée de l'intérêt, de l'attachement et de la conversion. Voilà, avec l'outil, maintenant, on a mis en place tout simplement, vu qu'on a les contacts et qu'on sait quel type de gens on a, c'est très facile. En quelques clics, on peut juste implémenter une pub sur Facebook qui va targeter les gens qui sont similaires aux clients actuels. Donc, pour le retailer, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de marketing, de mettre en place les solutions. En 3 clics, il peut s'offrir l'opportunité de faire la pub sur Facebook. D'accord. On vient à la question pour Vincent, justement. Vincent, de ton côté, est-ce que quelque part l'évolution et la digitalisation des activités d'un restaurant, notamment sur Internet, passe par une autonomie quelque part des restaurateurs dans l'utilisation des outils? Ça, pour le coup, je pense qu'ils doivent Ouais, mais justement, je pense que c'est comme en fait toutes les marques, ces fameuses DNVB ou D2C, en fait, il faut qu'elles se concentrent sur leur cœur de métier, c'est-à-dire elles doivent le comprendre. Je pense qu'elles doivent comprendre qu'est-ce qui est important pour elles pour être visibles, que ce soit les restaurants ou les marques. Elles doivent comprendre quels sont les leviers qu'il faut activer. De là à tout maîtriser en interne et avoir toutes les compétences en interne, je pense que c'est compliqué. Je ne suis pas un expert des restaurateurs, mais je pense que leur journée est très très chargée en cuisine, en commande, en gestion de stock, en gestion de clients, pour en plus avoir une ou 2 heures de travail là-dessus tous les soirs. Et c'est pareil pour les marques. Les fameuses DNVB, elles doivent travailler leur communauté, elles doivent travailler leurs produits, leur lancement de produits, leur communication, leur site e-commerce. Et donc, je pense que parfois, sur certains leviers d'e-réputation, d'acquisition, d'analyse de data, il est important ponctuellement ou très régulièrement de s'entourer d'experts qui vont pouvoir leur apporter une vue différente de la leur et surtout les faire monter en compétences. Donc, je pense qu'ils doivent comprendre, on doit les éduquer pour que ces personnes puissent créer, enfin pas créer, mais en tout cas prendre en main ces outils d'une certaine manière. Mais après, je pense que c'est pas une fin en soi qui se disent je dois être expert en tout parce que personne n'est bon en tout. Et il faut quand même rester concentré sur ses grosses forces, sur ses forces pour que son business fonctionne. En tout cas, c'est effectivement le point de vue qu'on a et ce qu'on recommande la plupart du temps. D'accord, très clair. Effectivement, on vient à un des points qui va se poser directement à Louisa, effectivement, sur le sujet de Malou. On parle beaucoup de partout, de plein de solutions à côté sur le marché. J'ai une question d'un grand ami Pierre à côté qui pose. Effectivement, est-ce qu'il y a des choix à faire entre certains outils ou plus génériquement, histoire de ne pas avoir de biais de choix d'outils, quelles seraient tes préconisations sur le choix d'un outil de référencement local? Pour moi, le local, en fait, si on est un fleuriste, un pharmacien, un garagiste, dans l'habitat, on vend des voiles poêles et cuisine, ce ne sera pas les mêmes plateformes qu'il faudra travailler. Google My Business, c'est pour 100% des établissements. Sauf que Google My Business, ce n'est pas un îlot tout seul sur le web. C'est connecté à beaucoup de plateformes. Et donc, en fait, il y a plein d'annuaires qui ne vont pas vous permettre de gagner des clients, mais qui vont envoyer comme du jus de référencement à Google. Et selon votre type d'établissement, le jus de référencement sera plus ou moins concentré. Par exemple, je vais prendre un exemple pour la restauration, mais la logique est similaire. Avoir une fiche détaillée, riche en mots-clés, avec des photos, renommées avec les mots-clés, les bonnes informations, etc., sur le petit futé ou sur l'internaute, franchement, ça ne va pas trop ramener des clients.
directement parce que les gens vont plus sur le petit futé ou sur l'internaute, mais ça va envoyer du jus de référencement à la fiche Google et donc ça va vraiment aider. Donc il y a beaucoup de plateformes. Ce que tu veux dire, juste pour vulgariser la chose, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tous ces impacts et toutes ces plateformes qu'on va créer vont être en fait des critères qui vont être pris en compte par les moteurs de recherche pour permettre au site internet d'être plus crédible aux yeux de l'algorithme et donc de le positionner sur des requêtes plus stratégiques. Exactement, c'est les liens entrants et les liens sortants. Et ça, c'est super important. Et donc, le mieux, quand on veut travailler sur le référencement local, c'est de travailler avec un acteur qui est spécifique sur une industrie, parce que les annuaires ne seront pas les mêmes selon ce qu'on vend. Donc, honnêtement, pour les poêles, bois et cuisine, je ne sais pas qui est le plus avancé sur toutes les plateformes, entre partout, Yext et Solocal. Je ne pourrais pas faire de reco. Il faut regarder vraiment le nombre d'annuaires auxquels ils sont connectés et la pertinence des annuaires. Ça fera 3 plateformes à travailler pour toi, Pierre. Tu n'as pas le choix. Très bien. Bonne question. On sait que il reste très peu de temps. Le temps passe vite, en fait. C'est terrible. Je vais poser une question sur la notion. On sait que Google va passer son outil Google Shopping gratuit dans les prochains mois. Il y a des conditions, bien entendu. Votre vision justement sur l'évolution du e-commerce sur le marché dans les prochaines années. Est-ce que cette année, finalement, c'est une question que j'aurais dû poser avant, mais je vais vous la poser à vous directement. Est-ce que cette année est charnière finalement dans l'évolution des usages et de la consommation digitale? Notamment dans notre secteur de la restauration et des PME. Je pose la question directement à Aurélie. Oui, je pense qu'elle est charnière. C'est surtout une grosse accélération. En fait, comme on a des gaps technologiques, je pense qu'on va avoir un gap de la digitalisation. Et tout le monde le savait qu'on devait se digitaliser. Et là, je pense qu'il va y avoir une différence entre les gens qui vont vraiment sauter le pas aujourd'hui et ceux qui vont le faire plus tard. Parce que voilà, avant, c'était plus une option. Maintenant, on se rend compte vraiment de la nécessité de digitaliser les parcours clients. Et après, je pense qu'il faut être très créatif et il ne faut pas avoir peur, quoi. Il y a plein de nouveaux modèles qui peuvent être imaginés. Hein. C'est pas que du e-commerce, c'est pas que du offline. C'est souvent des modèles hybrides. On a vu des gens durant le confinement être très créatifs. Notamment tout ce qui était livraison de paniers et légumes, des gens qui n'étaient pas du tout digitalisés, qui ont juste pour pouvoir livrer leur panier fraîcheur, créer un Typeform, ont inclus le paiement directement dans le Typeform et ensuite envoyer un SMS et des emails pour valider la livraison, mis en place très rapidement en une journée et ça a permis de maintenir l'activité des gens qui n'étaient pas du tout digital à l'origine. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de ne pas être effrayé par ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. On est beaucoup de partenaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions qui sont très bien, très accessibles, françaises en plus. Donc, il faut pas… Je pense que, c'est important que tout le monde l'ait dans sa roadmap cette année, vu les prochains mois qui nous attendent, quoi. C'est vrai qu'on on a assez tous un peu peur quelque part de ce qui va se passer. Là, on est dans la grande inconnue, on va dire, mais comme on disait tout à l'heure, il faut rester positif et au contraire, c'est ce que je comprends de toutes vos interventions, c'est l'omnicanalité, c'est savoir solliciter tous les bons outils au bon moment et d'éviter de se bloquer, quoi. Et la créativité, je pense que c'est vraiment un élément important. Il faut voir ça plus comme une opportunité que pour une contrainte. On peut imaginer plein de nouvelles choses. Enfin, surtout, faut pas oublier que oui, il faut être très créatif bien évidemment, mais attention à pas trop avoir peur non plus. Aujourd'hui, on voit que la plupart des commerces refonctionnent, peut-être pas comme avant le Covid, mais sont à 80-90% du trafic pré-Covid. Donc finalement, les gens reprennent leurs habitudes, ont envie de sortir. Ce qui est sûr, c'est que ça va avoir des gros impacts sur le long terme économique, mais c'est plus ça qui est, je trouve, en incertitude, plutôt que finalement les habitudes des consommateurs. La part du commerce physique va toujours rester largement majoritaire par rapport à l'e-commerce, en tout cas pendant très longtemps. Et maintenant, il faut effectivement faire très attention aux impacts économiques que vont générer toutes ces aides d'État, toutes les malheureusement fermetures qu'il va y avoir et donc du coup chômage. Mais sur les habitudes, elles vont évoluer, mais je ne pense pas qu'il va y avoir un revirement drastique immédiat. Non, mais c'est des nouveaux modes, ça va être complémentaire. C'est ça, c'est ce qu'on ressent chez Cosa Vostra aussi, c'est le fait que malgré le frein très fort qu'il y a eu au début, qui est vraiment lié à une notion de crise finalement non habituée, c'est inédit ce qu'on a vécu pour le coup
en France et dans le monde. On a une évolution des usages et finalement aujourd'hui on a une certaine forme de rationalité. On se rend compte que les avis sont plus importants que jamais. Il y a une question que j'avais vue effectivement sur les avis, les faux avis. Plus que jamais aujourd'hui les avis sont importants et les vrais avis sont importants. Disons que pour répondre à la question sur les avis effectivement qui sont faux, c'est pas une bonne idée, c'est du court-termisme et reprenez-moi si je me trompe tout autour de cette table, c'est qu'effectivement jouer sur du faux, ça a un impact à court terme où on se dit que ça nous fait plaisir au départ, mais tout se sait très rapidement. Et le jour où on sait que vous avez utilisé des faux avis, ce que faisaient pas mal de restaurateurs, le jour où ça se sait, quelque part, vous pouvez perdre totalement votre business. Qu'en penses-tu? Je pense à Louisa notamment. Ouais, surtout que les Google, les TripAdvisor, ils savent que c'est quelque chose qui est vital pour eux, donc ils ont mis en place de gros moyens de surveillance et globalement laisser 1 ou 2 avis, ça peut passer, mais nous on a un resto dont je tairai le nom qui a demandé à ses serveurs de mettre plein d'avis positifs parce qu'il y avait une vague d'avis négatifs. Résultat, ils l'ont fait, ils étaient tous connectés du même Wi-Fi, donc même adresse IP, et on a eu un gros ban, on a dû négocier avec TripAdvisor au téléphone pour pas qu'ils nous suppriment la page qui avait déjà plusieurs années d'existence, etc. Donc honnêtement, mieux vaut éviter. Surtout qu'avec en étant un petit peu coriace, on peut faire retirer les avis qui sont frauduleux. Il faut être coriace, c'est sûr, mais on peut en démontrant si l'avis fait référence à un plat qui est plus à la carte depuis 6 mois, ou là on a un resto qui a eu des avis négatifs alors qu'il n'a pas rouvert depuis le confinement. On peut, en étant un peu fin et très déterminé, faire retirer les avis où on peut prouver qu'ils sont négatifs. D'accord, effectivement, et là on a une question aussi de Corinne sur le sujet, comment s'y retrouver parmi toutes les solutions et un grand nombre de charlatans, j'aime bien le terme, sur le sujet, sachant qu'on peut pas passer 100% du temps sur le digital. J'apporte un début de réponse et je vous laisse échanger dessus. En fait, c'est justement, c'est en ça qu'il faut faire parfois confiance à des agences. Vincent le disait tout à l'heure sur le fait que on peut pas tout gérer soi-même, il y a un commerce à faire tourner. Vous avez aussi une expertise, en vrai, qui mieux que vous connaît votre restaurant. Quelque part, on ne le connaîtra jamais mieux que vous. Par contre, on a une expertise digitale tous autour de cette table-là pour proposer des solutions, des petites idées, et ensuite l'idée c'est de les valider avec vous, voir si elles fonctionnent avec votre plan marketing et si elles sont tangibles en termes de résultats. Alors, par exemple, quand on parle de référencement, on sait que ça a un impact plutôt sur du long terme, mais quand on va travailler avec Sendinblue ou que on va avoir des collaborations avec Malou sur du local ou Vincent sur de la stratégie D2C, on va avoir cette approche très mesure, données, et ensuite on justifie ça de votre côté pour dire voilà, on pense qu'on peut toucher tant d'audience, ça peut nous permettre d'aller récupérer tant de volume de recherche sur nos requêtes stratégiques en référencement naturel, etc., etc. Vous en pensez quoi? Je pense à Vincent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose qui est parfois est difficilement entendable, c'est qu'on peut avoir des premiers résultats très rapidement, mais les vrais résultats, en fait, c'est comme un actif, ça vient sur la durée. Et donc, il faut être tenace. C'est-à-dire, les premières étapes, on crée les actifs qui n'existent pas, effectivement, la page business, le site. Mais après, derrière, ça va être du travail pour travailler les cibles, travailler les automations en CRM, en fonction d'actions, en fonction de nouveaux produits, en fonction de localisation, de parcours client. Et ça prend du temps à créer, mais surtout, ça prend du temps pour trouver les performances. Donc, il faut avoir la conviction que cela va avoir un impact très court terme et que le plus gros impact, il va arriver à 6-12 mois. Donc, quand on parle de long terme, attention, on ne parle pas de 5-10 ans, hein. On parle de plusieurs mois, mais il faut être tenace et savoir en plus que ça va performer. Et l'avantage du digital, en tout cas, c'est que on a tellement facilement accès à la donnée maintenant que on peut facilement prouver l'impact ou non de toutes les actions. Mais restez tenace, clairement, ça va vous aider si vous êtes bien accompagné. Et puis, il y a de la publicité. Louisa, peut-être tu voulais intervenir sur le sujet? Non, je voulais dire que le digital, on peut plus facilement éviter les charlatans sur le digital que sur le juge parce qu'il y a des chiffres, il y a des performances, il y a des données à suivre. Donc, le charlatan, c'est celui qui ne vous donnera pas de chiffres. C'est ça. C'est toujours ça. C'est ce qu'on dit aussi en interne. C'est à partir du moment où la donnée n'est pas tangible. Parfois, c'est dur à défendre. Hein. Prenez l'exemple du référencement naturel par expérience. Justement, c'est pour ça qu'on prend la question de Xavier, mais qu'on répondra pas. C'est pas forcément le thème du sujet sur le choix des domaines, de l'exact matching, etc., etc. C'est un sujet un peu long, mais en soi, à partir du moment où
on ne présente pas de chiffres, on sait que parfois il y a une forme d'intangibilité. C'est ce qui peut être frustrant pour vous aussi, restaurateurs, propriétaires de points de vente, etc. Prenez l'exemple, on travaille avec Sendinblue sur pas mal de nos clients aujourd'hui. On a des outils très très précis de stats, c'est-à-dire que je peux savoir au-delà de mon taux d'ouverture, par exemple, si je suis désolé, je vais rapporter ça encore à du mail, Aurélie à côté, mais ce n'est pas que ça, je le répète, sur le sujet. Mais quand je travaillais par exemple sur la partie mail en tout cas ou sur la partie du chat, je sais que j'ai des données sur l'ouverture, les taux de réponse, la réactivité, etc. Et j'ai des données qui sont très très précises sur le sujet et qui me permettent d'argumenter des évolutions aussi bien de mes opérations marketing que des messages que je vais avoir derrière. Donc, à partir du moment où vous avez de la donnée et un prestataire, une agence avec qui vous travaillez vous envoie de la donnée et du chiffre pour vous permettre de comprendre, c'est là où vous allez sortir de cette notion de quelque part de charlatan. C'est vrai que c'est un peu difficile c'est un mot un peu dur quand même, mais pour le coup, on le comprend pas mal. Oui, puis la donnée permet de comprendre les clients, de sentir proche des clients aussi, de pouvoir d'observer leur comportement, de pouvoir le prédire également. Donc, ça rassure aussi le commerçant, toutes les informations qu'il peut voir à travers les outils ou la relation qu'il peut avoir avec des agences. De savoir ce qu'il voit dans ce quotidien, c'est aussi ce qu'on peut voir dans les outils. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Un dernier mot, chacun votre tour sur la partie. On commence par Vincent sur vos dernières actualités, les dernières news, ce qui va se passer. C'est un peu l'instant promo. Profitons-en. Nous, ce qui va se passer, c'est que déjà, on est très heureux puisque pendant le confinement, on a eu la chance, nous, de recruter pas mal de personnes. On a recruté 5 personnes pendant le confinement. Donc, on a la chance que nos clients se passent bien et que nous aussi, on se développe pas mal. Et donc, en fait, les actualités, c'est que on rentre maintenant de plus en plus de clients, on va dire, plus importants en termes de taille. Et surtout, à noter chez nous, c'est que ce qu'on propose, on est capable de le mettre en place tout le temps. Donc, on n'est pas juste une agence de conseil qui font des belles presse. On sait surtout mettre en place des choses, puisque chez nous, il n'y a pas de consultants, il n'y a que des gens qui ont des expériences opérationnelles fortes. Et donc, en fait, l'actualité, c'est qu'on est encore une jeune boîte, on a un peu plus d'1 an, on est maintenant 12. Et on continue l'accélération et on espère que les impacts économiques vont pas être trop drastiques chez tout le monde. Mais voilà, en tout cas, on est très, très optimiste pour la suite. Et je pense qu'on a du bol d'avoir choisi digital, surtout en ce moment, comme métier. C'est clair. Louisa ? Ouais, nous, sur les actus, on reprend bien, enfin, beaucoup même le travail avec les restaurateurs et on va encore plus loin dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on fait le travail d'agence pour un certain nombre de restaurateurs. On en a pour qui, en fait, le budget juste n'existait pas et n'est pas débloquable. Donc, pour eux, on a développé un outil, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on bosse dessus, dans lequel on a transféré notre expertise de référencement. Et donc, ça pourrait être un peu le partout, le solocal ou le Yext de la restauration. Donc, ça, c'est que pour les restos, mais c'est vraiment adapté. Ça permet de trouver ses mots-clés, suivre ses positions, gérer sa réputation, se référencer dans tous les annuaires avec les bons mots-clés adaptés. Et donc, ça arrive. Et on prépare aussi parce qu'on a eu des demandes et parce que, en fait, c'est des coups de pouce de l'État pour financer ce genre de choses. On construit des formations en marketing digital pour les restaurants et les commerces de proximité. Parce que, effectivement, chacun son métier. Si on peut se permettre d'avoir une agence, mieux vaut donner le chantier à des experts. Si vraiment on est indépendant, on est tout seul, on n'a que 2 personnes dans l'établissement et qu'il n'y a pas de budget, mais un petit peu de temps libre, on peut se former pour au moins mettre en place les bases. Et donc, on a construit des formations pour 2 niveaux, ceux qui ont besoin des bases, vraiment poser les choses, et ceux qui ont déjà quelques connaissances et qui ont besoin d'aller plus loin pour mieux gérer leur visibilité en ligne. Très bien, parfait. Aurélie, le mot de la fin. Alors, oui, le mot de la fin, je dirais, nous aussi, on continue notre développement et la mission reste plus qu'inchangée. On veut vraiment aider les entreprises à se digitaliser. Je dirais juste, pour réduire la barrière, pour que les gens ne soient pas trop timides ou effrayés pour essayer, nous, on a élargi notre offre premium. Donc, avant, on pouvait envoyer des emails gratuitement, sans engagement. Maintenant, on peut également utiliser le chat. Donc, c'est très facile de tester la solution et de voir comment ça marche sans risque financier. Et ensuite, on a des abonnements, nous, qui démarrent de 19 € jusqu'à 49 € par mois. Et on a également un très bon support, très accessible, très réactif, qui est là pour répondre aux clients. Nos clients, c'est des restaurateurs, c'est
c'est des gens qui ont des magasins, c'est aussi des gens qui sont un petit peu plus tech-savvy, mais c'est vraiment très, très, très varié. Et nous, on veut rendre vraiment le digital accessible à tous. Donc, ne soyez pas timides et essayez. C'est le mot de la fin. Très bien. Écoutez, il est 11h21. Nous avons peut-être une minute de retard, mais on a commencé une minute plus tard, donc l'excuse est bonne. Je vous remercie. Très instructif. On va passer à la partie 3 de la conférence directement. Vraiment, merci beaucoup. On se tient au courant et n'hésitez pas à les contacter. Ça fait du bien d'avoir pas mal d'interlocuteurs qui nous parlent de choses assez concrètes, donc c'est plutôt cool. Ok, merci à tout le monde. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée. Et donc, on va passer à la partie 3 sur l'innovation.